Nouvelle semaine, un nouveau challenge, un nouveau défi à relever. Nous sommes là encore présents avec vous sur LCF et City FM pour notre émission Talk Talk. Talk Talk de ce lundi 23 mai 2016 reçoit en studio, comme d'habitude, deux confrères. Le premier déjà là avec nous, il s'appelle Tchakala Alirou, il est directeur de publication du journal Courrier de la République. Bonjour Tchakala Alirou. Bonjour mon cher Junior et puis bonjour à toutes et à tous. Et en passant, je souhaite à toutes les Togolaises et tous les Togolais un bon début de semaine. Alors donc notre second invité ce matin, il a pour nom Silvio Combé. Il n'est pas encore avec nous, mais on va continuer en attendant qu'il soit là. Il sera là d'un mois à l'autre. Et en deuxième partie, nous aurons comme invité Monsieur Blaise Ayaou Amoussoupeto. Il est consultant financier. Avec lui, on va parler des partenariats privés-publics. Avant toute chose, voici la une des journaux. Retour en studio pour la une des journaux. Nous démarrons par Liberté. Le quotidien Liberté titre ce lundi: manifestation populaire, forte mobilisation autour du CAP 2015 pour exiger les réformes. Professeur Komingolu, il n'y a que les Togolais pour changer la situation au Togo. Grand reportage à Vo-Asso. L'eau, c'est la mort. Bras de fer entre l'OTR et Bébé Loumé. Plusieurs conteneurs à l'import de la brasserie bloqués au cordon douanier. Situation salariale peu enviable des auxiliaires de justice. Le ministre Ayassor impose des années d'arriérés aux assesseurs, interprètes et huissiers. Deuxième journal avec nous ce matin, c'est le Correcteur. Le Correcteur titre à sa une: catastrophe évitée de justesse à l'aéroport de Lomé. Un avion transportant des casques bleus togolais en souffrance dérouté sur Accra. Grande marche de CAP 2015 samedi dernier pour les réformes au Togo. Une foule immense dans les rues face à l'impressionnant dispositif militaire. Nouveau scandale dans l'enseignement supérieur au Togo. À un mois de la fin de l'année académique, Nikwe Broum interdit l'examen du diplôme de technicien supérieur DTS. Affaire des incendies au Togo et recrutement supposé de mercenaires en RD Congo. Les pratiques pernicieuses de Nyasingbe fils et Kabila fils en passent d'embraser leur pays. Retour en studio avec un journal qui est avec nous. Ça s'appelle le journal agricole. Le journal agricole titre à sa une: employabilité des jeunes et promotion de l'entrepreneuriat agricole au Togo. Environ 20 000 emplois directs à créer d'ici 2020. Innovation dans la distribution des engrais et la gestion des subventions au Togo. La téléphonie mobile pour faciliter l'accès des producteurs aux intrants. Eh bien, c'est tout pour la une des journaux ce matin. Je rappelle à tous les directeurs de publication de nous faire parvenir leur une en version MPEG avant le démarrage de l'émission pour qu'on puisse les présenter à l'antenne. On marque une pause et derrière, nos invités. Retour en studio avec nos deux confrères ce matin. Silvio Combé, il est là, il est le patron de africarendez-vous.com. Bonjour Silvio. Oui, bonjour Edem. Alors, on va démarrer par le premier sujet, c'est la marche du CAP 2015 qui a eu le samedi dernier. Les Togolais étaient encore dans les rues samedi, donc pour réclamer les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Vos organes ont couvert cette marche. Alors, quels sont vos constats? Comment se passe, Silvio? Merci. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, également aux auditeurs auditrices de City FM. Il faut dire que cette marche, nous l'avons couvert. Certes, ça vient un peu rompre avec l'accalmie qu'on a remarqué, l'accalmie sociopolitique qu'on a remarqué au pays au lendemain du scrutin de 2015. Et on était dans la rue, on a vu également une certaine mobilisation, mais il faut le dire, cette mobilisation n'a pas été celle des grands jours qu'on a toujours vu aux côtés de CAP 2015. Doit-on peut-être dire que les Togolais sont un peu fatigués parce que les marches de protestation ont été usées, utilisées, abusées et des fois même à telle enseigne que des gens
se trouve plus ou moins désabusé. Mais est-ce qu'on doit aussi dire que on ne doit pas non plus marcher parce que les responsables de CAP 2015 disent qu'ils sont en train de manifester pour réclamer les réformes. Les réformes, on en a besoin forcément, puisqu'il faut dire que ça fait bientôt 10 ans, 20 août 2006, que l'accord politique global a été signé par toutes les parties, tous les partis politiques togolais et la société civile, tout le monde a été impliqué. Mais 10 ans, les réformes ne pointent pas du doigt. Et donc, ça vaut la peine de pouvoir vraiment bousculer les autorités pour que ces réformes puissent avoir lieu. Parce que déjà, on parle des locales qui s'annoncent déjà, et puis très prochainement, on ira vers les législatives et du coup, on nous dira qu'il n'y a pas le temps. Allons aux élections. Après, on parlera des réformes. Donc, je pense que c'est de bonne guerre, mais sauf qu'il faudra souligner que cette mobilisation n'a pas été la mobilisation des grands jours qu'on a toujours observé aux côtés des responsables de CAP 2015. Tchakala Leroux, il vous renvoie la même question. Non, ben, je crois que je rejoins mon confrère Silvio par rapport à son analyse qu'il a faite de la situation qui a prévalu samedi dernier. Vous savez, quand il y a un général de guerre qui toujours utilise les mêmes méthodes mais qui ne donne pas des résultats probants, je crois que les troupes qu'il a derrière lui finissent par être désemparées, par se dire mais où allons-nous? Donc je crois que c'est la même situation qui a prévalu samedi dernier. On a toujours usé, abusé des marques et maintenant aujourd'hui, et c'est vrai, ce qu'on demande, c'est tout à fait légitime. Tous nous voulons les réformes parce que ça fait 10 ans que ces réformes-là sont en souffrance. Mais les lignes ne semblent pas bouger. Mais aujourd'hui, il va falloir quand même insuffler une nouvelle dynamique. Est-ce que cette dynamique-là viendrait des marches? Je ne pense pas. Donc, je crois que c'est un peu désuet. Et le fait de recourir à ces marches, c'est redondant. Et même ceux-là qui sont en face, ceux-là à qui ces marches-là devraient faire peur, restent de marbre. Donc, ça veut dire que la dynamique qui consiste à mettre les marches en branle pour susciter le débat autour des réformes, là, ça ne tient plus la route. Il faut chercher d'autres mécanismes qui pourront induire une nouvelle mécanique pour qu'on parvienne quand même un jour à ces réformes. Mais je suis un peu peiné de constater que c'était pathétique ce que nous avions vu samedi dernier. C'était pas ça, il faut revoir la copie parce que à cette allure on ne fait que requinquer le pouvoir par rapport à cette même méthode qui peut-être frise et cette façon de ne plus trouver d'autres alternatives crédibles pour faire peur à l'adversaire d'en face. Donc il faut changer cette mouture, le disque que nous sommes en train de jouer. Quand je dis nous, je veux parler de l'opposition, même si je ne suis pas quand même un leader de CAP ni de l'ANC, mais je crois qu'il faut changer de disque. Le disque là, il est tellement rayé et je crois que cette opposition là comporte en son sein des gens quand même réfléchis qui peuvent trouver d'autres approches de solutions pour qu'on parvienne à ces réformes. Donc il faut changer absolument. Silvio, pour une première après la présidentielle, peut-on parler de réussite? Manifestation, oui. Je veux peut-être vous surprendre, c'est un fiasco. Parce que si réellement, après l'élection présidentielle, tout ce temps qu'on a observé et qu'il faut rebondir, je me dis il faut rebondir en vrai comme un lion. Ce que j'ai vu, désolé, ça a été un fiasco. Maintenant, moi, je ne dirais pas, je n'ai pas la langue de bois malheureusement, mais je ne dirais pas qu'il ne faudrait pas marcher. Il faut marcher, certes, mais les marches de protestation, j'allais dire, devraient être les dernières cartouches qu'on doit utiliser. Et il y a d'autres alternatives. Liro Tchakala disait tout à l'heure. Oui, on peut toujours faire des actions de couloir. Faire des actions de couloir ne veut pas dire qu'on est parti à la mangeoire. C'est ce qu'il faudra également faire comprendre aux gens, parce que aujourd'hui, notre responsabilité, c'est de faire comprendre à ces leaders politiques, discuter ne veut pas forcément dire qu'on va à la compromission. On trouve des compromis, mais ça ne veut pas dire qu'on va à une compromission. Donc il faut discuter, et ça se passe n'importe où. Au Sénégal, Macky Sall ouvre le dialogue. Ça ne veut pas dire que si l'opposition va à ce dialogue-là, l'opposition va à la mangeoire. Non. Le dialogue annoncé. Oui, attends, il y a ce qu'on appelle, aujourd'hui dans notre pays, on a l'opposition, on a la société civile. Quel rôle joue cette société civile-là? On ne va pas non plus attendre chaque fois les élections
pour aller demander de l'argent financement pour dire, écoutez, on va faire un système de veille pour qu'il n'y ait pas grabuge. Non. Il faudrait également que vous avez vu les prélats qui sont sortis de leur mutisme et qui ont demandé à ce que, qui disent observer un mutisme, que le pouvoir ne doit pas non plus surfer sur ce mutisme-là. Je pense que c'est également, ça a été un déclic. Et quand vous suivez un peu la marche, quand nous on a été, les responsables de CAP 2015 surfent également sur cette déclaration des prélats. Ils disent, mais vous voyez ce que même les prélats ont dit, même ils disent observer de la calmie, donc, vous voyez un peu, donc, il y a plusieurs alternatives, il y a plusieurs stratégies qu'ils peuvent toujours utiliser. Et même, je pense qu'ils ont également des responsables dans les représentations diplomatiques et qu'ils peuvent toujours passer par eux. Moi, j'ai toujours vu des ambassadeurs qui, au cours de leur célébration, appellent vertement et ouvertement le pouvoir togolais, le pouvoir de Lomé, à aller vers les réformes, à opérer les réformes constitutionnelles et institutionnelles, à organiser les locales. Donc, je pense que c'est autant de formes qu'ils peuvent toujours faire. Et maintenant, quand on voit que, mais attends, ça ne réussit pas, on ne voit pas la fumée blanche sortir, c'est là, on fait sortir la masse. On fait sortir le peuple pour dire que nous, on vous le dit, vous ne voulez pas écouter. Ce ne sont pas les seuls à réclamer les réformes. Le chef de file de l'opposition dit avoir écrit au chef de l'État le 13 janvier 2016 dernier pour lui rappeler donc ces réformes. Ouais. Mais depuis lors, il n'a pas réagi, il n'a pas répondu. Et il a même souhaité le rencontrer depuis lors. C'est silence radio. Alors, faudra-t-il attendre encore des années avant de vouloir descendre des militaires dans la rue? Junior, je pense qu'on risque d'aller dans un débat, encore retourner dans cette affaire de chef de file de l'opposition, au-delà du chef de file de l'opposition. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est le constat qu'on voit aujourd'hui au Togo. C'est qu'on remet tout sur CAP 2015 et quand eux le font, on cherche toujours la petite bête pour dire mais c'est le chef de file de l'opposition, il le fait pas bien. Et il se lance des crocs en jambes, des bananes, des pots de bananes. Et voilà. Et le pouvoir aussi surfe sur ça. Quand l'opposition même n'arrive pas à s'entendre sur le minimum, ça ne fait que c'est de bonne guerre. Mais autant, quand on prend aujourd'hui le CAR, même si le parti est en crise, le CAR, la CDPA qui est aujourd'hui au niveau de CAP 2015, il y a des partis politiques, quand on voit, on est aujourd'hui près de 120 partis politiques au Togo. Non, 109 fois précis. Bon, voilà, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Pour les 55 km idem, qu'est-ce qu'ils foutent? Mais autant les interpeller eux aussi à écrire au chef de l'État, si par exemple, la parole a son poids, si le chef de l'État, quoique, reste à savoir si les documents ou encore les courriers qu'on lui envoie lui parviennent. Si un parti politique lui envoie un courrier aujourd'hui demandant les réformes, demain, vous dites 109, demain, c'est l'autre qui envoie, et jusqu'à 100 et quelques. Mais attends, il va dire, mais bon Dieu, bon sang, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Mais s'il reste là et attendre que le chef de file de l'opposition agisse, et mais lui aussi il écrit un courrier, il n'a pas de retour, il mobilise la rue, je dis, je suis désolé. Alors si je comprends bien, Aliko Tchakala, l'opposition va le faire de marcher samedi dernier. Ce que vous dites pour rappeler le gouvernement son engagement à opérer les réformes. Non, on nous aurait proposé autre chose que ce que nous avions toujours vu. Et ce qui est un peu fâcheux dans cette tendance de recourir tout le temps au marche, c'est qu'on attend bonnement. Et c'est quand les prélats montent au créneau, ou soit c'est quand les diplomates donnent le ton par rapport aux réformes que l'opposition se saisit de la perche pour donner la voix. Non, il va falloir que, comme l'a dit le confrère Silvio tout de suite, non, ça fait 109 partis, même s'il y a certains partis qui sont proches du pouvoir, oui, ça c'est vrai. Mais quand il y a une synergie dans l'action, quand tous se retrouvent dans un creuset pour peut-être mettre la pression sur le pouvoir, je crois que ça finira par marcher. Mais le fait d'aller de façon isolée, aujourd'hui c'est le chef de file, mais le chef de file de l'opposition, même sa démarche est même contestée dans ses propres rangs, dans les milieux même de l'opposition, on conteste cela. On voudrait que ce soit plus significatif. Il faudrait, c'est vrai, il est le chef de file de l'opposition. Il a écrit je rappelle que CAP 2015 aussi a écrit à tous les partis politiques, il les a conviés, du moins à certains partis politiques, il les a conviés à cette marche. Et on a vu certains qui ont réagi, d'autres n'ont pas réagi. Oui, mais c'est de bon la loi que certains réagissent et que d'autres ne le fassent pas. Quand un chef de file de l'opposition, certaines fois, cherche à diviser qu'à réunir, certains ne se retrouveraient pas dans son action. Aujourd'hui, je crois qu'il faut constater que les partis politiques ont échoué
dans leur quête de ces réformes-là. Ça fait 10 ans qu'ils sont là à tourner en rond et ils se font tourner en bourrique par le pouvoir en place parce que en face, le pouvoir ne trouve pas quelque chose de sérieux qui puisse le contraindre à aller à l'essentiel. Donc c'est ça, c'est pourquoi le pouvoir aussi elle a traîné les pas. Maintenant, il appartient aujourd'hui à la société civile de prendre ses responsabilités comme on en a vu dans certains pays. À un moment, la société civile a presque éclipsé l'opposition ou bien les partis politiques et les résultats étaient au rendez-vous. Donc aujourd'hui, il faut, même si les partis politiques doivent mener l'action, il faudrait aussi qu'on associe les acteurs de la société civile pour que ça ait plus de poids et pour que le pouvoir ne se dise pas que non, tiens, c'est seulement de façon cavalière que certains donnent le ton, mais on ne peut pas se sentir émouvoir pour peu. Donc, certains acteurs de la société civile, comme les autres les avis la fois dernière. J'aimerais bien rebondir sur un aspect qu'il a évoqué, sur lequel moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Quand moi j'entends dire que Jean-Pierre Fabre il divise plus qu'il ne réunit. Je dirais que pour moi c'est un faux débat. Parce que il y a une chose qu'il faudra comprendre, que Junior, quand on est ensemble, on est 20 à marcher ensemble, il arrivera qu'on se piétine. On va se marcher là-dessus. Mais ce n'est pas non plus une raison pour se tirer les balles dans les pieds. C'est ce que moi je constate au niveau de l'opposition togolaise. C'est du genre, quand ils sont ensemble, soit au niveau de... On a vu beaucoup de coalitions se former avec l'opposition togolaise. Et vous allez constater que, juste un petit pépin, il y a quelqu'un qui sort et qui commence par faire un déballage médiatique. Elle me dit, mais attends, quand on était ensemble, telle personne a fait ci. Non, mais c'est pas sérieux. C'est un jeu mesquin. Et donc, pour moi, c'est des calculs politiciens que les leaders politiques font, enfin ceux de l'opposition font. C'est une guerre de leadership, alors. Ouais, c'est une guerre de leadership. Et du coup, aujourd'hui, ils devraient même pas se lamenter et dire qu'il n'y a pas de réforme. Ils auraient été ensemble depuis longtemps, être unis sur ce qui les unit, qu'on allait avoir ces réformes-là. Moi, je dis, allez-y, faites votre devoir de maison et revenez pour qu'on puisse corriger vos copies après. Alors, on a vu la diaspora qui s'était mobilisée aussi samedi dernier au cours de cette manifestation. Donc, la diaspora qui réclame d'abord le droit de vote et aussi appuie aussi les réformes. Alors, je crois que c'est normal. Je crois que c'est normal, mais je veux peut-être encore vous surprendre. Personnellement, je ne roule pas encore pour cette affaire de vote de la diaspora. Pourquoi? Oui, la diaspora pèse beaucoup dans l'économie togolaise avec tout le flux qui rentre dans le pays. Je crois qu'il y a plus de 2 millions de Togolais qui sont à l'étranger. Mais c'est qu'en 6500 km², on n'arrive même pas encore à s'entendre sur l'élection qui se déroule d'ailleurs au pays. Il y a trop de problèmes qui entourent d'abord l'organisation du scrutin. Il y a trop de problèmes en ce qui concerne la contestation. Et vous allez voir que quand on va commencer par dire, mais écoutez, on veut permettre à la diaspora de voter, c'est les gardes de l'opposition qui vont dire, mais écoutez, c'est les votes qui sont dans les représentations internationales. Quelle garantie nous avons pour que les bulletins qui seront votés pourront être vraiment fiables? L'opposition a toujours réclamé le vote de la diaspora. Oui, mais il y a aussi une chose qu'il faudra aussi, que moi j'ai toujours constaté, c'est souvent quand l'opposition réclame et qu'un jour le pouvoir se lève et dit, ok, on le fait. L'opposition se dit, non mais attendez, on ne veut plus. Ou encore patienter. On va aller voir si ces gens-là, ils sont vraiment sérieux. Non, moi je vous mets au défi. Vous allez voir que le jour, Lomé va se lever et dire, on va maintenant permettre à la diaspora. Ils vont dire, mais attends, UNIR c'est une machine électorale. Peut-être qu'ils ont déjà damé leur pillon, ils ont déjà fait leurs calculs, ils ont déjà mis leur ambassadeur des postes ou bien encore à des si ça se fait dans les normes, personne ne trouvera à redire. Mais est-ce que d'abord au pays, moi je dis, il faudrait d'abord arriver à avoir le minimum au pays, la garantie nécessaire au pays, parce que moi, depuis que j'ai commencé ce métier, je n'ai jamais vu une élection qui n'a jamais été contestée. Le Bénin nous a donné encore l'exemple. Quoique l'organisation au Bénin, nous avons dépassé le Bénin en matière d'organisation électorale. Mais le Bénin nous a donné encore un exemple bien palpable, qu'il faut grandir en politique. Alors, Anilou Tchakala, que pensez-vous de la mobilisation de la diaspora samedi dernier pour donc réclamer les réformes et aussi demander le droit de vote? On ne va pas confiner la diaspora seulement à renflouer
les caisses du pays, non. C'est plusieurs, à part les partenaires au développement, ils viennent en second, je crois. Et donc, je crois que c'est une force et on doit absolument les associer quand même à la dynamique que nous souhaitons pour le pays. C'est une question de volonté. C'est pas parce que ils sont presque 2 millions à l'extérieur de nos frontières et que le Togo n'est que 56 600 km qu'on peut pas les associer là-dedans. Il faut, c'est que les pesanteurs, elles sont un peu partout. Mais vous n'allez pas dire que les pesanteurs ne sont pas aussi fortes au niveau du Niger. Mais on a vu quand même les Nigériens voter ici chez nous. Même les Tchadiens de la Syrie ont voté. Mais aujourd'hui, il faut quand même briser cette barrière-là, cette barrière de la suspicion. La suspicion, elle existe tant du côté du pouvoir que de l'opposition. Aujourd'hui, quand le pouvoir va se décider aujourd'hui que, alors, nous décidons, même si c'est de façon concertée, que bon, désormais la diaspora aura droit de voter dans le pays, mais les gens vont ils seront braqués. Se braquer que non, mais tiens, on doit chercher à voir quelque chose qui se cache derrière la chose. Donc, c'est quoi? C'est cette suspicion permanente qui mine la vie politique du pays, qui certaines fois annihile certaines dynamiques que nous souhaitons dans le pays. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on prenne le dessus, qu'on transcende tout cela. Si après 10 ans, après la signature de cet accord politique, que moi je qualifie d'un accord qui a consacré la renaissance du Togo, nous sommes là encore à ne même pas voir le bout du tunnel, c'est que les calculs sont plus forts que ce qui devrait nous réunir, nous Togolais. Non, les réformes, on les veut, pour l'image même de notre pays. Parce que ce que nous voyons un peu dans les autres pays, ça, quand on revient chez nous, ça frustre. La dernière fois, vous voyez, après la crise que le Burkina a connue, hier, les Burkinabés sont allés quand même au local. Là, on sent une ferveur politique là-bas. Mais est-ce que les Burkinabés nous dépassent? Non, pas du tout. Mais c'est cette capacité de sublimer certaines choses. Non, nos égos, nos petits calculs tendent à tout remettre en cause. Si les gens arrivaient à mettre le pays au devant de toutes les préoccupations, je crois que ça irait comme sur des roulettes. On aura le temps de revenir sur la question des réformes sûrement mercredi, avec d'autres invités, d'autres conférences studio. Je rappelle que tout à l'heure, on va recevoir M. Blaise Ayaoua Moussoukweto, il est consultant financier. Avec lui, on parlera des partenariats privés-publics. Deuxième sujet, je veux qu'on parle de la question de l'eau. Alors, on l'a vu dans l'apparition de Liberté de ce matin. Liberté nous a publié des photos, il a fait un dossier, un grand reportage de le village Assou Djogbeji dans le Vaud, et j'avoue que l'eau qu'on a eu à voir, on a des photos, si on peut le voir à l'antenne, des photos de l'eau que les populations de Vaud Assou consomment. Alors, Liberté qualifie cette eau de mort. Vous voyez la qualité de l'eau? Alors, quelle réaction suscite en vous? Non, c'est que les photos que nous sommes en train de voir, ça doit attrister. Ça a créé un choc en moi après 56 ans d'indépendance. Si pour 56 600 km, si nous sommes là encore à boire ça comme eau, là, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. L'eau, c'est la vie. Donc ça veut dire mais Liberté titre l'eau, c'est la mort. L'eau, c'est la vie. Mais à voir ce que nous sommes en train d'observer sur le petit écran, ça veut dire que les gens, on est en train d'administrer lentement de la mort à certaines populations. C'est pas seulement à Avougon, hein. Quand vous sillonnez un peu le territoire national, il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Donc ça veut dire qu'il y a problème quelque part. On doit se remettre en cause. On doit se remettre en cause. Ça c'est que je manque de mots pour qualifier ça. C'est tout triste. 56 ans d'indépendance pour boire une telle eau, ça veut dire que le parcours est triste. Okay. Oui, en tout cas, moi, je ne suis pas surpris parce que j'ai eu l'opportunité, à travers un projet, de faire des dossiers sur cette thématique gestionner de Lomé jusqu'au nord du pays. Mais j'en ai vu. Et vraiment, c'est triste. Mais il faut également dire que ce n'est pas qu'à Vaughan, même à Lomé, des gens boivent de l'eau qui ne sont pas forcément de cette couleur, mais qui sont d'eau qui n'est pas consommable. Parce que il faut pas non plus voir que voilà, c'est sale. C'est parce que c'est sale que ce n'est pas bon à boire, mais il faut également voir la teneur, les compositions qu'il y a à l'intérieur. Vous allez voir un peu les canalisations qu'on a aujourd'hui à Lomé, de la TDO et tout. Ce sont des canalisations qui sont vieilles.
qui sont caduques. Et donc, rouillés. Donc, du coup, vous allez voir que ces rouillés-là, merci, cette rouille-là, quand l'eau circule, quand vous ouvrez votre robinet, du coup, déjà, il y a d'abord, l'odeur qui sort est plus ou moins nauséabonde, ou encore elle est noire. Donc, du coup, vous comprenez qu'il y a des déchets, des dépôts qui se sont déjà laissés dans le circuit, qui ne favorisent pas vraiment une bonne consommation. Non, je pense vraiment que on a fort à faire. Surtout, ne serait-ce que les besoins élémentaires. Et quand on parle encore de l'eau, ça attriste, mais moi je dis, je ne suis pas choqué. Il y en a encore pire à l'intérieur du pays. J'en ai vu. Là encore, je ne sais pas, j'ai pas pu lire oui. On va mettre les forages. On va faire les forages dans ces localités pour que les gens puissent consommer une eau plus ou moins potable. Oui. Ça, c'est pas potable à 100%. Oui, les forages, ça se fait. Le ministère des hydrauliques. Il faudrait également relativiser les choses. Les forages, ça se fait. Le gouvernement fait des efforts en ce sens, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que même à travers le projet Purise, il y a des châteaux d'eau qui sont construits hors de l'homme pour desservir certaines populations. Mais vous allez encore à l'intérieur du pays. Moi, j'en ai vu avec l'appui des organisations comme la GIZ, comme l'Union européenne, comme le PNUD, qui appuient, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. J'ai vu dans le Moyen Mono, dans l'Est Mono, j'ai vu des gens qui parcourent encore 5 à 10 km pour pouvoir encore avoir de l'eau potable, pour avoir de l'eau à consommer, ce qui est vraiment, vraiment déplorable. Tchakalayo, rapidement. Non, mais je crois que par rapport au programme d'urgence de développement communautaire, je crois que la cagnotte est plus ou moins pleine avec 150 milliards que le Togo a pu bénéficier du PNUD. Là, il va falloir qu'une bonne partie de ces fonds-là soit réservée un peu à ces forages parce que ça choque les bonnes consciences. À ce 21e siècle, je crois que le Togo, entre griffes, reste l'une des ports de résidence où les gens consomment cette eau-là. Il faudrait faire les forages. Et même si tout le Togo ne doit pas être quadrillé dans ce sens, il faut quand même aller et petit à petit, sans forage par an, je crois qu'on ira quand même à plusieurs milliers et puis certaines populations seraient soulagées par rapport aux boissons qu'elles consomment. Nous remercions Shalom Ametokbo pour ces photos. C'est lui qui a pris ces photos. Shalom Ametokbo, c'est lui qui a fait le dossier pour le quotidien Liberté. Alors, on va dire un mot sur les ennuis de l'opposant Moïse Katumbi en RDC, rapidement. Alors, Moïse Katumbi, vous le savez, donc l'ancien gouverneur du Katanga, est passé tout récemment à l'opposition et candidat déclaré à la présidentielle de novembre prochain, est accusé d'avoir recruté des rebelles étrangers pour déstabiliser le pouvoir de Joseph Kabila. L'intéressé nie les faits et parle d'acharnement contre sa personne. Les organisations internationales de droits de l'homme pensent aussi la même chose. Alors, et vous, Khalid, vous pensez-vous que Katumbi veut renverser Kabila par les mercenaires? C'est ce que les pouvoirs d'Afrique laissent croire quand il y a leurs amis qui, du coup, leur tournent dos. Et peut-être ce que vous ne savez pas, c'est que Katumbi, aujourd'hui, n'est plus en RDC, il est à Johannesburg et il a quitté. Il y a beaucoup de politologues qui l'avaient prédit que ça pourrait être une porte de sortie à la crise, mais c'est déplorable. C'est quand même déplorable parce qu'il n'est pas le premier. Vous avez vu même Amamadou qui était vraiment le grand challenger merci beaucoup de Mamadou Issifou, et qui lui a dit avec cette affaire, supposée affaire de trafic de bébés, et il a passé tout son temps à la prison, et voilà, après on dit affaire classée ou encore affaire plus ou moins on négocie derrière. Donc moi je dis, il n'est pas le seul, et souvent en Afrique, quand on est au pouvoir et on a de bons amis, et on s'y accroche, on sent vraiment on se sucre sur le dos du pouvoir avec ses amis, et qu'un de ses amis là du jour au lendemain nous tourne le dos, ça fait très mal. Et il faudrait également relever la double qui a non, c'est pas normal, mais moi je pense que c'est l'ego de nos chefs d'État africains, surtout que le monsieur il a plus de 30 ans au pouvoir, il remplit encore pour un autre non, on parle de la RDC 12 ans. Non, moi je parle de Joseph
Katumbi. Non, là, on parle de Moïse Katumbi. Oui, mais Katumbi encore, c'est la même situation. Parce que c'est les bons amis. Oui, les bons amis. Quand on fait le pouvoir, quand même. Quand on fait le parallèle, c'est ce qui se passe aussi avec notre ami qui a déjà fait 30 ans au pouvoir et qui ne veut même pas encore organiser des élections. Et ceux qui veulent contester, il est en train de leur lancer une certaine chasse. Donc vous comprenez un peu, c'est pour vous dire que ce n'est pas un problème juste limité à Katumbi. On a vu, comme je l'ai dit, on a vu cette situation se produire au Niger. On a vu Mokoko, Congo-Brazzaville. Merci. Le général Mokoko est surveillé. Donc vous voyez un peu, on en a même parlé sur Africa Rendez-vous hier. Donc vous voyez, c'est autant d'éléments qui nous font croire que ce n'est pas une situation propre au Congo, mais c'est quand même désolant. À Tchakala, vous comprenez aujourd'hui parce que Moïse Katumbi, qui était un grand ami à Joseph Kabila, avec qui c'était dans le même parti, ils faisaient la même chose ensemble. Maintenant, Katumbi a dit, mais c'est bon, Kabila, il faut quitter le pouvoir, je suis candidat contre vous. Et voilà qu'on le trouve des trucs comme quoi il recrute des mercenaires américains pour venir déstabiliser le pays. Est-ce que vous comprenez cette situation? Non, le bon sens et la raison ne sauraient comprendre cela. Et ça vous frise le ridicule. Vous savez, Joseph Kabila devient un président dangereux pour son pays. C'est un pays très instable et il est en train d'aggraver cette instabilité-là qui prévaut déjà. Mais c'est su par tous que quand on a les moyens, certaines fois, c'est servi de sécurité privée. Tout le monde en fait recours pour sa survie. Et c'est aujourd'hui qu'on se rend compte. En RDC, le pouvoir de Kabila se rend compte que Katumbi a recruté des mercenaires américains. C'est tout bas. Moi, je crois qu'on pouvait trouver d'autres alibis pour le coincer que de s'accrocher à quelque chose de très mince. Il a été inculpé. Ça ne meurt pas. Et puis vous voyez, je crois qu'il est parti et on lui a ouvert un petit corridor. Et Joseph Kabila, il en a avec la Cour constitutionnelle qui a déplié le tapis rouge pour lui, pour qu'il soit au pouvoir tant qu'il n'y aura pas d'élection. Là, je crois qu'il vient de mettre KO un opposant de taille, un challenger de taille, mais ça devient un peu récurrent sous les tropiques, que ce soit le mode pour se perdurer au pouvoir. C'est tout triste. Donc, franchement, il va falloir que la communauté internationale donne le temps par rapport à ces comportements de notre âge. Ça n'existe nulle part. C'est en Afrique qu'on continue toujours par vivre cette triste situation. C'est pathétique, c'est triste. Le pouvoir, c'est au peuple. Kabila n'a pas le pouvoir. Il a le pouvoir dont il se sert pour brimer, pour harceler ses opposants. C'est le peuple qui lui a conféré ça. Il a l'armée, il a la justice. S'il pense qu'il a le chose, qu'ils aillent aux élections. Qu'il aille aux élections, et là, si le peuple renouvelle la confiance, là, tout ça là. Mais il a fait ses deux mandats. C'est ça aussi le problème. Il a déjà fait les deux mandats. Alors, Sylvio, alors, est-ce que quand on est du parti au pouvoir aujourd'hui en Afrique, on n'a pas le droit d'avoir des ambitions pour succéder au président du parti? Quand on est au sein du parti au pouvoir, on ne doit pas avoir des ambitions, c'est interdit. Parce que Katumbi était du parti au pouvoir. Cher ami, c'est un peu comme un royaume où vous êtes dans la cour du roi et vous déclarez ouvertement au roi que je veux votre place. Il ne va jamais apprécier. Nous sommes en République quand même. Oui, mais est-ce que non, est-ce que la RDC c'est une république, hein? Oui, mais attends, est-ce que c'est une démocratie? Est-ce que c'est vraiment un pays démocratique? Sinon, si les règles démocratiques étaient en place, il fait ses mandats, il part. Si c'était au cours de son mandat que l'intention était là, comme ça, dites que mais voilà, je ne veux plus de vous. C'est un peu comme le cas du général Mokoko, qui était un grand challenger de son président, et qui, mais voilà, après les élections, on lui dit, mais voilà, il veut formater un coup d'État. Mais vous voyez, c'est carrément absurde, et c'est ce qu'on constate aujourd'hui en Afrique, où si vous êtes avec moi, c'est que vous ne pouvez jamais avoir l'intention de vouloir aussi briguer un mandat présidentiel. Sinon, je vous mets KO. Vous ne devez pas rêver. Non, même pas rêver. Rêver sous les tropiques. Attends, cher ami, vous allez vous retrouver en prison. Mesdames, Messieurs, Talk de ce lundi 23 mai poursuit. Tout à l'heure, on marquait une pause. Je rappelle à tous les annonceurs que vous avez la possibilité de faire de la publicité dans Talk. Essayez de contacter le service commercial de LCF de CityFM pour avoir plus de précisions. Tout à l'heure, derrière la pause, notre invité. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Talk. Talk passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel.
En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio avec notre invité, je vous rappelle le pronom, Blaise Ayaou Amoussou Kweto. Il est consultant financier et associé gérant Star Finance International. Bonjour monsieur Amoussou Kweto. Bonjour. Alors avec vous, nous allons parler des partenariats publics-privés, c'est ça, non? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le partenariat public-privé? Dites-nous d'abord, hein, pour que les gens comprennent, hein, terre à terre, de façon terre à terre, plus simple. Bon, je vais essayer de faire un peu de pédagogie parce que ce n'est pas si simple. Et vous savez que dans les années 70, il y avait les économies mixtes. Et à côté des sociétés d'État, on avait vu des sociétés d'économie mixte, composées donc d'un actionnariat privé et d'un actionnariat public. Mais dans ces sociétés d'économie mixte, les privés ont trouvé que l'État était la puissance publique et qui était le maître du jeu et pourrait changer à sa guise les règles du jeu, ce qui n'arrangeait pas les privés. Donc depuis, les privés ont cherché des moyens pour gérer tout seul, à leur guise, ces entreprises-là. Donc c'est comme ça que est venue l'idée donc des partenariats privés-publics. Pour donner un exemple, hein, et chez nous au Togo, dans les années 70, il y avait la Sonacom, hein, la Société nationale de commerce, qui donc avait le monopole des importations. C'était une centrale d'achat, mais dans cette centrale d'achat, hein, le directeur général, le directeur financier, le directeur des achats, c'était des étrangers, ceux qui avaient apporté le capital et l'État assumait un peu à travers un directeur togolais la fonction de commercial. Bon, Sonacom n'a pas fait faillite tout simplement parce que la société achetait cash ou par crédit documentaire, mais vendait à crédit. Donc ceci ne peut pas être pérenne. Donc c'est pour ça. Donc pour en venir donc au partenariat privé-public, donc les privés ont voulu réellement signer un contrat de concession avec l'État et gérer eux-mêmes leur société, moyennant donc ce que nous allons voir des redevances ou des paiements publics. Donc pour prendre une définition qui résume tout, c'est quoi? Le partenariat public-privé, c'est donc un contrat de long terme. Le terme long terme, c'est important. Entre donc l'État ou une entité publique et une société privée, au travers duquel donc le privé s'engage à fournir un service public complet qui va donc du financement, la conception du projet, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'une infrastructure publique. Et ceci donc moyennant une redevance ou un paiement public. C'est important. Dans ces contrats, le privé peut être rémunéré par les usagers qui utilisent le service public, ou bien par un paiement public, et c'est l'État qui prend les devants. Ça s'applique aux investissements sociaux, ou bien une combinaison des deux. Et ceci, c'est conditionné évidemment par les conditions de performance de l'exploitation. Alors, le Togo, notre pays, est engagé dans le développement d'infrastructures lourdes et d'importants investissements sociaux. Au regard des ressources de l'État, le développement d'infrastructures lourdes et la construction des investissements sociaux sont-ils aujourd'hui réalisables financièrement? Oui, tout le problème est là.
C'est vrai que nous avons d'énormes problèmes de développement. Aujourd'hui, il faut refaire tout le réseau routier, aussi bien à Lomé que dans sa banlieue. On voit encore à Lomé même des routes de terre qu'il faut construire. Il y a notre indépendance énergétique, l'adduction d'eau. Les Togolais n'ont pas accès à l'eau. Il y a des hôpitaux dignes de ce nom, des écoles. Quand je parle des hôpitaux dignes de ce nom, vous voyez quand au Togo, quelqu'un est victime d'un arrêt cardiaque, on le met d'office à la morgue et le lendemain on l'enterre. Quand vous allez en Europe, on l'amène à l'hôpital, on lui fait 1, 2, 3 ou même 4 comptages coronariens et dans 10 jours, il est sur pied et il retrouve même une deuxième jeunesse. Ça, c'est ce qu'on appelle des hôpitaux de nom. Et nous avons à construire tout ça, non pas seulement dans la capitale, mais aussi dans les grandes villes. Et pour financer ça, il y a des solutions qui existent. Le partenariat privé et public vient en fait comme une alternative de financement. La première source de financement de l'État, c'est le budget. C'est les ressources autonomes du budget qu'il faut bien gérer de façon à dégager suffisamment pour les besoins d'investissement du pays. Ensuite, nous avons l'aide publique qui devient de plus en plus rare, c'est vrai, mais il y a également la solution avec les institutions bilatérales et multilatérales. Et ça, c'est tellement important. C'est tellement important parce que ce sont des fonds concessionnels, des fonds avec des taux moins chers pour permettre justement les investissements de base, et surtout les investissements sociaux. J'ai l'habitude de dire que au-delà de 5%, on ne finance plus le développement. C'est pour ça que les fonds concessionnels sont très importants et c'est seulement l'État qui est capable de mobiliser ce genre de fonds. Nous avons évidemment les institutions régionales, on a les banques locales, mais ces banques locales, vous savez que leur problème, c'est les ressources qui ne sont pas longues. Les intérêts? Oui, les ressources qui ne sont pas longues et les intérêts qui sont énormes. Quand moi je vois les États aller à la bourse régionale mobiliser des fonds à 5-6%, je dis qu'on ne finance déjà pas le développement avec ça. Même vous allez au guichet de la BOAD pour les États, c'est 7%. 7%, ce n'est pas. Alors que vous pouvez, lorsque vous signez un accord avec le FMI par exemple, avoir des aides ou bien avoir également des financements à 0,5% sur 30 ans, ce qui n'est pas négligeable, ce qui est bon pour construire les investissements sociaux et avoir des tarifs pour les usagers qui soient vraiment abordables. Sylvie. Oui, moi j'aimerais vous demander, est-ce que ce partenariat public-privé ne risque pas, ou bien n'est pas en train de prendre du plomb dans l'aile avec cette affaire de l'OTR? Parce que pas plus qu'il y a de cela, le week-end, j'en ai discuté un peu avec un économiste qui me disait qu'il y a déjà de grosses entreprises qui devraient investir et qui devraient favoriser, ne serait-ce que le développement du pays, qui sont en train de quitter le pays. Disons que c'est un autre aspect de la chose et je crois qu'on va y revenir. Lorsqu'on veut faire le partenariat public-privé, il faut un cadre légal attractif et incitatif pour les entreprises. C'est vrai que l'OTR est arrivé, mais c'est vrai aussi que quand les entreprises viennent travailler chez nous, il faut que les entreprises payent les impôts. Et j'ai toujours eu à dire, partout où je passe, qu'il ne faut pas que la pression fiscale soit trop forte chez nous. Parce que les voisins sont là, les entreprises peuvent partir. Donc il y a une certaine pression fiscale? Oui, disons que c'est ce qui se dégage de ce qu'on voit et de ce que vous venez de me dire. D'un point de vue d'un expert, il y a une pression fiscale. Oui, disons que, à mon sens, il faut élargir l'assiette fiscale. Il faut élargir la base et non pas
presser ceux qui sont là pour payer. Il ne faut pas qu'on tue la poule aux œufs d'or. Ça, c'est ce que j'ai toujours dit. C'est pour ça que nous devons chercher, le terrain doit chercher à intégrer l'informel dans cette base-là et à rechercher également d'autres ressources pour l'État. Il ne faut pas seulement qu'on se contente des ressources fiscales et des ressources douanières. Il y a d'autres ressources. L'État a des valeurs mobilières. L'État peut faire des déplacements. Mais l'État également peut gagner gros en mieux gérant les sociétés d'État à travers les dividendes. Quand je reçois toujours les résultats, les rapports financiers de la Sonatel, je transmets à qui de droit pour leur montrer. Sonatel, cette année, a payé en dividendes et impôts à l'État sénégalais près de 254 milliards de francs CFA, ce qui n'est pas négligeable. Est-ce que nos sociétés d'État font la même chose? Donc ça, c'est des ressources que l'État doit rechercher pour compléter, pour que la pression fiscale ne soit pas forte. Il y a également les amendes qu'on collecte au niveau de la sécurité routière. Ça, le Trésor ne voit pas ça. Ça, c'est des choses que nous devons, l'OTR doit chercher à faire, ou bien au niveau du ministre de l'économie et des finances, chercher donc à rassembler large au niveau des ressources de l'État pour que la pression ne pèse pas sur les entreprises. Avant de passer la parole à mon ami. C'est pas toi qui passes En fait, moi, j'aimerais bien demander, avec la permission de Junior, c'est de savoir les conséquences directes sur l'économie du pays. La situation, qu'est-ce que ça peut entraîner comme conséquence? Et quoi? Non, en fait, cette pression fiscale, qu'est-ce que ça peut entraîner comme conséquence? Oui, la conséquence, c'est un peu ce que vous avez dit, que des entreprises qui sont déjà à l'appart, ou bien d'autres qui veulent venir ne viennent pas. C'est ça que je dis. C'est pour ça que la solution pour nous, c'est de ne pas nous consacrer seulement sur les ressources fiscales et douanières. Il faut élargir la base. Oui, justement, monsieur le directeur, il y a peu, la mode, c'était la privatisation au regard des échecs constatés dans la gestion de certaines structures. Maintenant, on revient au partenariat privé-public. Est-ce un échec des privatisations, selon vous? Disons un échec. Vous savez que, et même en Europe, si nous prenons la France aujourd'hui, il y a encore des sociétés d'État. Il reste des sociétés d'économie mixte. Et la France est arrivée un peu tardivement au partenariat privé-public. Ils sont restés aux sociétés d'État. Tantôt, quand Mitterrand est venu, il a nationalisé. Ensuite, Chirac est venu donc dénationaliser. Aujourd'hui, on fait 50-50. Ça, c'est ce qu'il convient de faire. Mais dans les années 70, comme j'ai dit, il y a eu les sociétés d'État. On a vu, l'État n'est pas bon gestionnaire. C'est tout le problème. Dans le partenariat privé-public, c'est parce que l'État reste la force publique, reste également le maître d'ouvrage. Mais comme l'État n'est pas bon gestionnaire, l'État cède maintenant une portion de son terrain au privé. Alors, vas-y. Je ne suis pas du tout satisfait. Oui. La privatisation, c'était la mode il y a peu. Les banques, les hôtels étaient dans cette dynamique-là. Mais aujourd'hui, on parle de partenariat privé-public. Disons, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Et partenariat privé et public. C'est un échec de privatisation, des systèmes de privatisation. Non, on reste encore dans la privatisation. On reste dans la privatisation puisque l'État se retire et laisse la main libre au privé. On reste dans la privatisation. Et moi, je dis, il ne faut pas que toute l'économie soit entre les mains également des privés. C'est-à-dire que les partenariats publics, ce n'est pas pour moi un panacée. L'État peut mieux gérer en y mettant des gens qu'il faut. Et c'est ça qui malheureusement manque chez nous. Alors, si l'État n'a pas les moyens de sa politique pour réaliser de grands travaux, comment aujourd'hui les privés peuvent-ils se substituer à l'État pour le faire? Ça, c'est une bonne question. Vous savez, on a déjà effleuré un peu la réponse. C'est vrai que l'État reste, comme je dis, la puissance publique. Le maître d'œuvre, c'est l'État qui porte les projets. Mais
Et c'est l'État également qui peut mobiliser des fonds concessionnaires. C'est ça, il faut garder à l'esprit ça. Le privé, il va partir chercher des crédits de banques commerciaux et de banques commerciales. Et ça, c'est dangereux pour le service public que nous voulons réaliser. Si on laisse tout dans les mains, on va parler de l'optimisation du coût du financement, l'État peut, si l'État s'adonne un peu ou bien reste collé aux solutions qui sont là, les solutions premières que nous avons citées, l'État peut réaliser ces investissements. Seulement, il y a le niveau des dettes. Vous savez qu'il y a un plafonnement du total des dettes de l'État. Maintenant, le privé, lui, vient avec une idée novateur, une idée novatrice. Et le privé est bon gestionnaire. Le privé peut également mobiliser plus rapidement les fonds, mais pas à des taux concessionnels. Et l'État, nous avons dit que l'État peut mobiliser à des taux concessionnels, mais les conditionnalités des institutions les institutions de financement font que c'est beaucoup plus long à l'État de mobiliser moins cher. Or, les investissements, là, ça n'attend pas. La pression sociale n'attend pas. Donc, il faut aller. C'est pour ça qu'on préfère confier à des privés. Mais là, il y a des garde-fous. Si l'État ne prend garde, on risque de renchérir le coût des services publics. Oui, vous permettez, il y a, si ma mémoire est bonne, il y a des rapports qui sont sortis et qui parlent d'un endettement du Togo à hauteur de 600 milliards de francs CFA, si ma mémoire est bonne. Ouais. Est-ce que le Togo ne risque pas encore de retomber dans les airs où on disait qu'il y a des dettes apurées, du coup il faut serrer la ceinture à telle enseigne que le bol de maïs aujourd'hui dépasse 700 francs CFA? Oui, disons que je crois que j'ai fait un article sur l'endettement de l'État. Et à mon sens, le Togo n'est pas surendetté. Mais endetté quand même. Le Togo est endetté, il ne peut pas ne pas être endetté. Quand on vous donne les chiffres de l'endettement des États-Unis et de la Chine, vous savez que la limite de l'endettement, c'est 60% du PIB. Vous ne pouvez pas avoir des dettes globales qui dépassent 60% de votre PIB. C'est ce qui est admis dans les pays de l'OCDE. Dans l'UEMOA aujourd'hui, avec les allègements de dettes qui ont eu lieu, on a rehaussé cette limite-là à 70%. Le Togo, on est autour de 59%. On atteint la limite, on a pratiquement la limite. Je vous dis que s'endetter pour investir, ce n'est pas ça qui est mauvais. Mais monsieur Moussou, c'est lorsqu'on n'investit pas bien, ou bien on ne prend pas de bonnes conditions pour investir que le problème se pose. Lorsque vous investissez dans une infrastructure où vous avez pris un prêt de 20 ans, si au bout de 5 ans, l'infrastructure est foutue, vous ne gagnez pas. Donc on ne peut pas se développer sans s'endetter? Disons que c'est beaucoup plus restrictif. Si on veut s'endetter rien que sur nos ressources. Et ça, c'est comme des privés. Lorsque le privé commence à travailler, s'il veut, à partir de son salaire, construire sa maison, s'acheter une voiture, il va partir à la retraite avant de réaliser ça. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire les prêts. L'État, c'est la même chose. Ce que nous sommes en train de dire, que le privé vient avec des fonds, il faut vérifier que ces fonds ne soient pas trop chers, c'est pour faciliter la tâche à l'État. C'est l'État qui paye. In fine, c'est l'État qui paye. Mais l'État a besoin du temps pour payer. Mais l'État peut faire du mauvais choix aussi. Et ça retombe sur nous. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut bien réfléchir dans la formulation des besoins, dans les projets. Et ça, on va peut-être le voir dans cette émission, ce qu'il ne faut pas faire. Justement, une dernière question. Ce qu'il ne faut, il y a beaucoup de choses à ne pas faire. Il y a des exemples. On va arriver peut-être aux exemples Non, donnez-les pendant qu'on y est, parce que là, on t'a vers la fin de l'émission. Oui, disons que au niveau des projets, nous devons avoir, on a dit, un cadre légal clair. Et nous devons également avoir des cellules d'études et d'analyse
des projets. Il ne faut pas seulement prendre ce qui vient. Vous savez que généralement, on a ce qu'on appelle des offres spontanées. Ça, c'est des offres qui sont liées, par exemple, aux relations entre chefs d'État. On envoie un homme d'affaires en jet privé avec une offre. Quand par exemple, le chef d'État donne ces offres-là au ministre ou bien au conseiller, il faut que on mette ces offres-là en concurrence. Il ne faut pas considérer que ça vient d'en haut et puis c'est acté. Non, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Il faut avoir une cellule d'analyse et d'étude. Est-ce que les conseillers ont le courage de dire ça au chef de l'État? C'est ce qui est dommage. Dans les projets, vous savez, dans le partenariat privé-public, vous avez Contour Global, qui est un mauvais exemple, ça on peut vous dire. Et il y a LCT aujourd'hui, il y a Ségus, et il y a d'autres qui sont en cours. Il y a un, plus près de chez nous, aujourd'hui, le producteur d'engrais. On nous a vanté un étranger qui était là, qui devait nous produire des engrais sur le marché local et vendre également à l'extérieur. Mais aujourd'hui, le monsieur, il a disparu. Tout simplement parce qu'on n'a pas fait la vérification préalable de la moralité de ce monsieur. Vous parlez de Web Cocotier? Quoi? Vous faites allusion à Web Cocotier ou bien à une autre société? La société qui doit une dernière question. Bon, le partenariat privé-public, quel impact cela aurait sur la création des emplois? Concrètement, c'est l'aspect... Oui, le partenariat privé-public, vous savez, l'investisseur, il vient avec une équipe, mais prend localement des Togolais. Et c'est là où je dis que nous devons faire attention. Aujourd'hui, on privilégie des relations avec les pays asiatiques. Ces pays asiatiques sont aujourd'hui en difficulté financière. Mais ces pays, quand ils arrivent avec toute la main-d'œuvre. Nous devons faire une analyse économique pour savoir si c'est avantageux pour l'État de recourir à ces financements asiatiques ou bien aller vers des institutions de développement comme la BAD, la BID et avoir le choix de faire une offre ouverte pour choisir les... Et là, il faut que nous fassions très attention. Et c'est dans la concession, dans la rédaction de la concession qui doit lier le privé avec l'État pour qu'on lui donne la main de gérer la société, que nous devons voir quel est l'impact sur le chômage dans notre pays. À titre de conclusion, que faut-il faire pour qu'il y ait qu'il y ait un bon partenariat entre public et privé, c'est-à-dire que le partenariat entre public et privé réussisse? Que faut-il comme élément? Rapidement, s'il vous plaît. Bon, les éléments, il faut bien définir le cadre, le cadre légal. Aujourd'hui, ce que nous avons, c'est le Code des investissements et on ramassait de tout, de la délégation de services publics et autres. Donc, il faut élargir cela et voir également au niveau de la transposition des dispositions régionales dans notre loi. Et comme je dis, il faut créer des cellules d'analyse des offres. Il ne faut pas qu'on vienne seulement. Lorsque ces privés viennent, il ne faut pas leur laisser la liberté d'aller chercher des prêts trop chers. Il faut que l'État intervienne. L'État peut également mobiliser de l'aide ici, un peu de prêts concessionnels et mettre dans le projet plutôt que de laisser le privé venir avec des financements trop chers qui vont faire que le service public qui va être réalisé sera hors de prix de la population. Merci, monsieur Ayao Blaise Amousoupeto. Vous êtes consultant financier et je rappelle que vous êtes directeur de Star Finance International. Merci d'avoir accepté notre invitation, mesdames, messieurs. Talk de ce jour s'agit ainsi. On espère vous retrouver pour d'autres sujets liés aux finances dans la semaine à venir. Avec plaisir. Merci à Silvio Kombe, le patron d'AfricaRendez-vous.com. Tout plaisir. Merci aussi à notre ami Ali Rouchakala, le directeur de publication de l'hebdomadaire Le Courrier de la République. Mesdames, messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Bon début de semaine à vous tous.